Nous sommes jeudi 16 novembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 du bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Favara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Adama Amadé Sigiré. Il est écrivain, enseignant en philosophie et coordonnateur du Rassemblement des intellectuels pour la souveraineté de l'Afrique RISA. Et avec lui, il sera question de la contribution des intellectuels face à une société en crise. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Vaha, juge Bogouma. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Belna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci Président. Alors le ministère de la Santé a opté pour la pulvérisation contre les sites des moustiques par rapport à la lutte contre la dengue. Certainement aussi contre le paludisme puisque c'est les sites larvaires. Donc pour tuer les nids, assécher les nids des moustiques par rapport à la lutte contre la dengue. Donc cette pulvérisation ce n'est pas nouveau au niveau du Burkina. La nouveauté, c'est qu'ils disent qu'il y a des drones qui vont être associés pour pouvoir contribuer à la pulvérisation. Sinon, dans les années 2009, 2010, 2011, par là, la mairie de Ouagadougou, à travers un projet de l'UEMOA, avec un laboratoire cubain, il s'était occupé de cette opération de pulvérisation de ces sites-là, des caniveaux et tout par rapport à la lutte contre le paludisme. Mais c'était dans un projet de l'UEMOA et le Burkina avait été choisi comme Ouagadougou avait été choisi comme commune pilote. Bon, après le passage de l'équipe cubaine, on n'en a plus entendu parler. En 2016, en octobre 2016, les premiers cas de dengue ont été signalés au Burkina. À partir de décembre, la décision aussi a été prise de pulvériser également les zones, c'est-à-dire extra-domicile. Mais maintenant, en son temps, si vous aviez effectivement été victime de la dengue, il y a des pulvérisations qui sont faites chez vous. Tous les patients n'ont pas bénéficié de cette pulvérisation, mais certains patients ont bénéficié, soit au niveau du domicile ou en tout cas dans les environs. Mais ça, c'était des unités mobiles. Aujourd'hui encore, on est à une autre étape pour pulvériser, pour qu'il y ait une démoustication, si je peux m'exprimer ici. Mais c'est très important. Je pense aussi qu'on a pour peu qu'on veuille le faire, par rapport à la lutte contre les moustiques. Non seulement l'État fait des efforts, mais on doit insister surtout auprès du citoyen. Parce que quand vous regardez les endroits qui vont être pulvérisés, ce sont les caniveaux, ce sont les garages automobiles, comme on le dit, parce que c'est aussi des nids de moustiques, ce sont les pneus, où il y a beaucoup de pneus qui sont rassemblés, soit pour la vente ou je ne sais pas moi, c'est aussi des nids de moustiques. Mais là aussi, il faut sensibiliser le citoyen. C'est déjà bien de prendre le taureau par le corne. Ils disent que ça va être appuyé par l'équipe russe. C'est bon de prendre le taureau par le corne. Mais je pense qu'à partir de ce moment, on doit également renforcer au niveau du citoyen pour insister, pour que lui-même puisse contribuer efficacement à lutter contre le paludisme et la dengue. Parce que c'est d'abord l'affaire du citoyen. Après cette opération de pulvérisation, si on ne consolide pas, ça ne va pas s'arrêter parce que les mêmes nids la vont reprendre. Alors, juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est un peu l'incohérence que nous avons quelquefois, souvent avec nous-mêmes, prompte peut-être à critiquer, mais à ne pas s'appliquer soi-même ce qui est. Vous roulez, on vous fait des contrôles parce qu'ils ont commencé, port de ceinture de sécurité.
Au Burkina, vous êtes obligé en agglomération, comme en race campagne, de le porter, mais pour ceux qui sont les passagers derrière, si ils en sont, le véhicule en est doté. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que bon, je pense que c'est une texte, le décret c'est 2013, il a été adopté et puis publié dans le journal officiel en 2014. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est partagé. Vous posez la question du port du casque, je pense que c'est depuis 2005. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé. Aujourd'hui, nos enfants, vous les regardez quand on prend la route le matin. J'aime bien celui qui appelle au mot à dire pour rappeler la question des gros camions, les heures de circulation et l'obligation de la police de pouvoir s'impliquer. Mais même ça, un malheur est souvent vite arrivé parce que c'est ça la réalité. Mais il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir résorber un peu les conséquences que cela pourrait avoir sur le conducteur, sur l'usager. Et c'est le casque, ou bien c'est le port de la ceinture de sécurité, c'est des éléments qui sont prévus. Mais chaque matin, c'est nous qui disons, on est champion en texte, mais quand il s'agit de l'appliquer, les gens ne sont jamais prêts. Mais nous-mêmes là, est-ce que nous n'y participons pas dans notre vie de tous les jours? C'est ça la réalité. Les pays qui ont connu des changements monstres, qui étaient au même niveau que nous il y a seulement quelques décennies, la seule différence, c'est la discipline. Quand on dit on fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Mais chez nous, on s'entend, on va faire comme ça. Et tout le monde est d'accord que c'est bien. Maintenant, depuis 2005, on continue de sensibiliser sur le casque. On a même une semaine de la sécurité où on vient encore prendre des photos, nous on vient faire des reportages, bien payés et tout. On porte le casque à un enfant, à une femme, on donne 2-3 casques. Mais il y a des textes qui existent. Le moment quand vous brûlez le feu, ça veut dire que vous avez même 2 infractions si vous n'avez pas porté le casque. Vous voyez de quoi je parle. Mais c'est nos incohérences. Ça, je le dis seulement que pour la question de la ceinture de sécurité ou bien pour le casque. Mais on est prompt à dire que, ici, là, on a des beaux textes, mais on ne fait pas. Mais c'est qui va appliquer les textes? C'est nous. Si on n'est pas rigoureux avec nous-mêmes, et moi, c'est cette introspection. C'est-à-dire, au détour seulement d'un contrôle, je me suis assis, je me dis, mais attends, mais nous-mêmes, là, on a un problème. Mais ça n'est pas encore rendu compte. Et tant que on ne réfléchit pas comme ça, on ne peut pas évoluer. Parce que quand on se met ensemble pour dire, c'est comme ça qu'on va faire maintenant, le minimum, c'est que tout le monde l'applique. Et parce qu'on est très laxiste sur beaucoup de choses, on relativise tout, et même quelquefois l'essentiel, le primordial et le prioritaire. Et ça nous rattrape. C'était mon avant-propos. Merci, Geoffroy Vaha. Face à une société en crise sur un plan multidimensionnel, quelle est ou quelle doit être la contribution de ces intellectuels? Justement, nous parlons de ce sujet avec le convoqué Adama Sigiré. Avant d'entrer dans le fond du sujet, monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Ok. Bon, allez-y. Je vais. Non, allez-y. Sigiré, comment est-ce que vous vous définissez? Certains disent, peut-être que c'est une boutade, écrivain professionnel. Il y en a qui disent, bon, c'est un philosophe. Vous, comment vous vous définissez? Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. C'est moi qui suis très content d'être sur ce plateau. Personnellement, moi, Adama Sigiré, je me définis comme un écrivain professionnel. Voilà. Je n'aime pas qu'on m'appelle écrivain tout court, mais écrivain professionnel. Et je n'ai pas de complexe dans ça. Ouais. C'est une profession que j'ai aimée, une passion depuis le collège. J'ai toujours rêvé d'écrire. J'ai eu la chance de lire très tôt. Je rends encore hommage à mes enseignants, du primaire et puis surtout du secondaire, particulièrement à Pamoussa Compaoré, qui m'a initié à la lecture. Et je ne rêvais que d'écrire. Aujourd'hui, je pense que je suis arrivé, je suis très content, je suis très fier. Mais contrairement, c'est-à-dire qu'à l'offre, les Burkinabés écrivent aussi beaucoup, il faut dire. Il y a beaucoup de productions qu'on a, mais on lit peu. Oui, on lit peu, effectivement, on lit peu, parce que d'abord les Burkinabés n'aiment pas assez la lecture, mais je crois aussi que on a aussi des gens aussi souvent qui écrivent pour écrire. Il ne faut pas aussi écrire pour écrire. L'écriture c'est pratiquement un métier. Il faut aller vers les lecteurs, là où ils sont, voilà. Il faut faire la promotion de ces œuvres. Donc je crois que de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Des populations qui n'aiment pas la lecture, mais souvent aussi des écrivains qui ont juste pour passion de publier un livre, dire
que je suis un écrivain et puis pas, ça se limite là. Moi, je ne suis pas chez cet écrivain-là. Moi, je voulais faire de l'écriture une carrière. Moi, j'ai fait le tour de tout le Burkina Faso, pratiquement, et de toutes les 13 régions, pour faire la promotion de mes œuvres. Bon, aujourd'hui, je prends de l'âge, et puis avec l'insécurité, je ne peux pas le faire. Mais je crois que s'il y avait la sécurité au Burkina Faso, vous allez continuer à faire ça. Parce que c'est toute ma passion. Rencontrer des lecteurs, échanger avec les lecteurs tous les jours. Écrivain professionnel, et pourtant, quand on dit Adama Sigiré, ce qui parle aux gens, c'est plutôt les postures et les prises de position, notamment sur vos pages Facebook ou bien même sur les plateaux, plus que vos livres. Oui, mais je crois que tout cela, là où je suis arrivé aujourd'hui, moi, c'est grâce à mes livres, c'est grâce à l'écriture. Je pense que si je n'avais pas entamé cette carrière d'écrivain en 2012, avec beaucoup de passion, d'abnégation et de sacrifice, je n'allais pas être là aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne savent pas d'où vient Adama Amadé Sigiré. Beaucoup de gens m'ont connu à Ouagadougou. Adama n'est pas un homme de Ouagadougou. Adama est plus un homme de Bobo de Lasso dans le quartier Kolsama. Voilà où j'ai grandi dès l'âge de 18 ans. Voilà, mes amis sont toujours. J'ai fait pratiquement 15-16 ans à Bobo de Lasso. C'est là-bas que je me suis construit. Voilà, donc c'est aujourd'hui que beaucoup de gens découvrent Adama Sigiré grâce souvent à Facebook, mais c'est pas à cause. Moi, je ne me suis pas construit à travers Facebook. Je me suis construit à travers une carrière d'écrivain entamée pratiquement à 30 ans, voilà, voire à 29 ans, avec beaucoup de passion et d'abnégation. Ça me fait pratiquement 12 années de carrière. Et aujourd'hui, bon, je suis à Ouagal, les gens me découvrent grâce à Facebook. Mais c'est surtout, Adama, c'est 11 livres écrits et plus de 50 000 exemplaires vendus. Je vends au Burkina, je vends même en Europe, pratiquement partout. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas à la lecture, certainement ne connaissent pas mes œuvres, mais ceux qui s'intéressent à la lecture savent que Adama, c'est avant tout l'écrivain qui a beaucoup produit. Juge Bougma. Oui, maintenant quand vous dites écrivain professionnel, c'est quel contenu vous mettez dans professionnel? Écrivain professionnel, c'est écrivain avec une déontologie, voilà, une façon de faire, une grande passion, avec beaucoup de professionnalisme. Un écrivain qui n'écrit pas pour écrire. Écrivain professionnel, ça s'oppose à un écrivain amateur, à un écrivain qui fait du dilettantisme, voilà, qui est dans son bureau quelque part, qui a une activité, qui ne vit pas de son métier, qui a un salaire peut-être garanti à la fin du mois. Moi, je n'ai pas de salaire. Il faut que je vende de mes livres. Et moi, j'ai fait tout pour vendre. Dans le mois, si je n'ai rien vendu, c'est au minimum 500 livres. Si vous prenez 500 livres que je vends, tout en sachant que sur chaque livre, c'est au minimum 1000 francs, et bien écoutez, et ça me permet de vivre dignement et honnêtement. Je n'ai pas besoin d'être un entrepreneur politique comme certains le pensent. Voilà. Donc, M. Bougouma, c'est ça, un écrivain professionnel. Moi, j'ai un cabinet. Quand je vais quitter tout de suite, je vais dans mon cabinet. Combien d'écrivains ont des cabinets au truc au Burkina Faso? Moi, je suis un écrivain avec un cabinet. J'ai fait de la consultation et j'écris dans mon cabinet. Donc, je suis un écrivain professionnel. Ça ne plaît pas aux gens, mais souvent, je dis ça aussi parce que je sais que ça ne plaît pas aux gens. Moi, j'aime dire souvent des choses qui font mal. C'est ça aussi l'écrivain. D'accord. Alors, écrivain professionnel, en dehors de l'écriture, est-ce que vous avez une autre activité? Parce que quand on regarde votre profil, vous présentez comme écrivain professionnel et consultant en relations sociales. Oui, moi, l'activité principale, c'est l'écriture. Et je rends vraiment hommage à l'écriture. J'aime l'écriture. Ma passion, c'est l'écriture. Voilà, quand je suis dans mon cabinet, toute ma passion, c'est écrire. Donc, c'est l'activité principale. Je vends des milliers de livres. C'est là-bas que je nourris ma femme et j'envoie mes enfants à l'école. Maintenant, secondairement, j'ai d'autres activités. Je suis enseignant de philosophie, comme je l'ai dit. Hier, j'ai dit à Kaboré que je ne pouvais pas être là parce que j'avais cours avec ma classe de terminale D. Et j'ai fait cours hier, conformément, comme vous avez dit, à Kaboré. Donc, je suis un enseignant de philosophie. J'ai un directeur, voilà, avec qui je respecte beaucoup. Vous venez de dire que vous n'avez pas de salaire. Non, mais j'enseigne dans un lycée privé. J'enseigne dans un lycée privé. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'enseignement, c'est juste par passion. Et moi, j'aimais la philosophie. Je me suis retrouvé un jour en train d'étudier la philosophie comme ça, juste par passion. Voilà. Parce que j'aimais l'enseignement aussi. Voilà. Moi, mon objectif, c'était d'enseigner et puis écrire. Mais je faisais face à des supérieurs qui étaient très jaloux, très mesquins. Donc, j'étais obligé de quitter la fonction publique pour prendre mon destin en main. Mais j'aime l'enseignement. Je n'ai pas quitté l'enseignement. J'aime l'enseignement. Voilà pourquoi j'ai enseigné le français. Parce que j'ai fait les lettres modernes à l'université quand j'ai eu mon bac. Après, je suis allé faire la philosophie. Aujourd'hui, j'enseigne la philosophie parce que ma passion aussi c'est la philosophie. J'aime l'enseignement de la philosophie et aujourd'hui je suis toujours en classe. Mais comme je vous le dis, je n'enseigne pas pour de l'argent. Moi j'enseigne par passion. J'aime l'enseignement et j'enseigne juste par passion. Chaque année je ne prends pas plus de 2 classes. Voilà. Je suis dans un lycée d'excellence qui donne un enseignement de haut niveau, de haute qualité, avec un directeur que j'apprécie beaucoup. Et c'est ça surtout qui me donne toujours le courage d'enseigner. Sinon aujourd'hui si c'est de l'argent je n'enseigne pas. Parce que ce que je gagne dans mon cabinet ça me suffit largement pour vivre. Et là-bas vous n'êtes pas payé?
non, je suis tout à fait payé, Bougouma. Voilà. Je suis tout à fait payé. Puisque vous dites que vous enseignez par passion pour non, moi. Non, je n'enseigne pas par passion. Je suis tout à fait. C'est un service que vous rendez. Vous renoncez. Non, je ne renonce pas à mon argent. À la fin du mois, quand on me donne mon argent, je prends. Mais c'est pour vous dire que si c'était pour vivre, je n'ai pas besoin d'ajouter l'enseignement à mon activité que je fais. Comme moi, je vous dis, moi, j'aime être avec les jeunes. Moi, j'aime l'enseignement, moi, je l'ai toujours aimé. Moi, j'aime les enfants, j'aime les jeunes. Quand je me retrouve avec les enfants, c'est une autre vision du monde par rapport aux adultes. Je vois de l'innocence, je vois des gens qui ont beaucoup d'ambition, qui ont beaucoup de rêves, par rapport souvent aux adultes que je trouve, m'excusez, un peu mesquins, un peu qui passent leur temps à juger les gens. Voilà, moi j'aime les jeunes et chaque année j'enseigne parce que j'aime les jeunes. Voilà, et encore je le dis, je suis dans un lycée où nous avons une vision, une philosophie de l'éducation qui est différente de beaucoup de lycées. Voilà, donc c'est surtout cette vision de l'éducation que je partage et qui fait que je suis toujours dans l'enseignement. Vraiment, c'est par passion. Au niveau de la fonction publique, vous avez travaillé comme quoi? J'ai travaillé à la fonction publique pratiquement pendant 5 ans. Je crois que c'est de 2005 à 2010 avant de partir. Dans quel domaine? J'ai travaillé comme enseignant du primaire. J'ai été recruté, je crois, en 2003. J'ai été formé en 2004 à l'École nationale des enseignants du primaire. J'ai pris service en 2005 dans le département de Passoré, précisément dans la commune rurale de Pilimpikou. J'ai été fonctionnaire enseignant du primaire de 2005 à 2010. C'est en 2010 que je suis parti. On parle ce matin de la contribution de l'intellectuel dans une société en crise. Pour l'écrivain professionnel à travers lequel vous définissez, qui est intellectuel, qui ne l'est pas? Oui, merci beaucoup, Président Kaboré. Moi, pour définir l'intellectuel, non, je vais citer les mots de Jacqueline Kizerbo, l'épouse de Joseph Kizerbo, qui disait, je cite, l'intellectuel, ce n'est pas le diplômé. L'intellectuel, c'est l'homme intelligent qui étudie autour de lui et qui tire des réponses concrètes de sa communauté et de sa nation. J'épouse parfaitement la vision de Jacqueline Kizerbo, l'épouse du professeur Joseph Kizerbo. L'intellectuel, ce n'est pas le diplômé. Moi, je vois l'intellectuel comme quelqu'un qui est intelligent, qui a de l'intelligence, qui a des solutions pratiques et pragmatiques pour sa communauté, pour sa société, pour son pays, pour sa nation. Une fois que vous êtes dans un pays, dans une nation, et que vous n'êtes pas capable d'apporter des réponses concrètes et de façon pragmatique aux solutions, aux problèmes de cette nation, aux problèmes qui émergent dans cette nation, dans ce pays, vous n'êtes pas intelligent. Donc pour moi, l'intellectuel, ce n'est pas forcément le diplômé. Je suis parfaitement d'accord avec Kizerbo. C'est quelqu'un qui a des solutions pratiques à des problèmes de société. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez fait un écrit qui a choqué beaucoup plus d'un. Un écrit à travers lequel vous avez dit que les masses ont compris que l'école ne rend pas intelligent et qu'elles n'ont pas à compter sur les diplômés pour sauver le pays. Oui, effectivement, mais je ne sais pas pourquoi l'écrit a choqué, parce que beaucoup de personnes ont eu à dire la même chose. C'est comme on le dit, c'est la palissade. C'est une évidence, comme nous on dit en philosophie. Voilà, aujourd'hui, les masses ont compris. Les diplômés ont rayé pendant longtemps dans ce pays-là. Même moi, quand j'étais enseignant du primaire, je n'avais que le BPC. Et je m'excuse. Après, j'ai fait le baccalauréat, je suis rentré à l'université. Aujourd'hui, j'ai fait une licence, j'ai fait un master. Mais je me rends compte que, effectivement, les diplômes ne rendent pas intelligent. Mais quand j'étais à l'école primaire avec mon BPC, je croyais que quand j'allais arriver à l'université, faire le bac, faire la licence, c'est là-bas où se trouve le domaine de l'intelligence. Mais je me suis rendu compte que le diplôme, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le diplôme, c'est la conquête des connaissances. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, les masses ont compris que le diplôme ne fait pas l'intelligence et que les diplômés ne peuvent pas sauver le Burkina Faso. Voilà pourquoi les masses ont décidé de prendre les responsabilités. Les diplômés ont géré ce pays pendant combien d'années? Pratiquement, quand vous prenez le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, on avait toute la classe, j'ai l'impression que la classe intellectuelle autour de ce pouvoir. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Donc c'est comme je dis, on appelle ça une évidence, nous, en philosophie. Mais il y a des gens qui refusent les évidences. Même quand on dit que le soleil est à haut, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas le soleil. Est-ce que la contribution de l'intellectuel que vous êtes, c'est de dire que les masses n'ont pas besoin de compter sur les diplômés pour sauver le pays? Est-ce que vous ne jetez pas ces diplômés en pâture? Non, je ne jette pas les diplômés en pâture. La contribution de l'intellectuel que je suis, ce n'est pas de parler pour faire plaisir à quelqu'un. C'est de choquer. C'est de poser des débats. C'est de susciter la réflexion. Moi, je suscite la réflexion, je pose les débats. Je n'ai pas besoin de parler pour plaire à quelqu'un qui est un diplômé quelque part. Moi-même, je suis diplômé. J'ai des amis qui sont diplômés. Tous ceux qui sont autour de moi, dans mon grain, où je cause chaque dimanche, nous sommes tous des diplômés. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de parler pour faire plaire à quelqu'un. Moi, j'ai besoin de susciter des débats, de poser la réflexion, de dire des choses qui choquent. Et c'est ce que Jean-Paul Sartre, que j'admire beaucoup, sans être un athée, a dit. L'écrivain en situation dans son époque. Chaque parole a ses retentissements, chaque silence aussi. Quand je parle, ça doit retentir.
Et moi, je suis très content parce que ma mission est atteinte. C'est ce que je voulais. Juge Bernard Bougma. Oui, parce que quand vous avez parlé, ça choquait les uns les autres, parce qu'ils se demandent d'abord, est-ce que vous avez scolarisé vos enfants et pourquoi? Parce que y en a qui ne vous ont pas compris. C'est l'occasion de vous faire suffisamment comprendre. Merci beaucoup, juge Bougma. Dire qu'il y en a qui ne m'ont pas compris, non, pas que les gens ne m'ont pas compris. Non, pas que les gens ne m'ont pas compris. Vous m'excusez, mais entre griffes, il y en a qui étaient de mauvaise volonté. Ça, c'est différent. Voilà. Non, mais il y a beaucoup, parmi ceux qui ont réagi, parmi la classe des diplômés, beaucoup ceux qui ont réagi étaient de mauvaise volonté. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'ont pas compris. Voilà. Ils ont transformé mes propos, ils ont déformé mes propos. Moi, je n'ai pas dit que l'école n'est pas importante, je n'ai pas dit que les diplômes ne servent à rien. Comme je vous ai dit, moi, j'ai commencé à travailler avec le BPC. Je me suis battu. Dire que l'école ne rend pas intelligent. Voilà. Mais dire que l'école ne rend pas intelligent et dire que l'école ne sert à rien, ce n'est pas la même chose. Par rapport à un écrivain qui a besoin de lecteurs pour ses livres. Non, mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le rôle de l'écrivain, c'est de poser des grands débats. C'est de soulever des problématiques. Moi, j'ai dit que l'école ne rend pas intelligent. Je n'ai pas dit que l'école ne sert à rien. Je n'ai pas dit que l'école n'est pas importante. Moi-même, je suis un enseignant et j'ai des élèves. Si l'école n'était pas importante, je n'allais pas enseigner. Et quand je dis l'école, c'est quelle école? Je parle de l'école, c'est L l'apostrophe, c'est un article défini, ce n'est pas un article indéfini. Je parle de l'école que je connais. Je parle de cette école néocoloniale que moi j'ai eu à faire et que mes enfants continuent de faire. Le combat pour la refondation, pas pour la réforme. Le combat pour la refondation de l'école, je l'ai porté, je le porte pendant pratiquement une décennie. J'ai animé plus de 50 conférences sur le système éducatif burkinabé. Je suis un ancien de carrière, ça me fait pratiquement en 2024, ça me fera 20 années de carrière que je suis dans l'enseignement. Mais je n'ai pas de complexe, contrairement à beaucoup de diplômés qui ont des complexes. Moi, Adama Sigré, moi je n'ai pas de complexe. Les gens sont dans un complexe de supériorité et ils regardent ceux qui n'ont pas de diplôme avec une certaine condescendance. Vous n'avez pas de diplôme, aujourd'hui vous voyez tout ce qu'on utilise autour de ça pour se moquer de... Moi je ne me moque de personne. Voilà pourquoi moi quand tu te moques de moi, je te quitte. Même sur Facebook, moi j'écris, tu viens te moquer, je te bloque. Parce que moi je ne me moque pas de quelqu'un, moi je n'ai pas de complexe. Les gens sont dans une situation où ils ont des complexes. Et voilà pourquoi le fait que moi j'ai dit que l'école ne rend pas intelligent, ça fouche les gens. Sinon je ne vois pas se trouver le débat. Oui, plutôt que de dire que l'école ne rend pas intelligent, parce que pour certains, c'est vrai que vous n'êtes pas la première personne d'ailleurs qui a dit ça. Oui. Même sur notre plateau, on a reçu des invités qui ont dit à peu près la même chose. Il y en a même qui disent que ça l'embête. Voilà. Mais moi je n'ai pas le droit de dire ça. Donc sur ces questions-là, il y a eu maintenant la vraie question, c'est quelle école on veut. Ce débat-là, je pense qu'on pose mal. C'est quel contenu on veut mettre. Je pense que c'est beaucoup plus ce débat qu'on pose mal. Plutôt que d'en vouloir à l'école, c'est quelle école on veut. Voilà, merci beaucoup, juge Bougma. Moi, je pense que les gens devraient mener le débat à ce niveau-là. Les gens devraient mener le débat, c'est quelle école nous voulons. Parce que moi, je remets l'école en cause. Et ce n'est pas aujourd'hui même devant mes élèves. Je remets l'école en cause. C'est quelle école nous voulons. Mais les gens ne sont pas lancés dans les débats. Les gens se sont lancés dans un débat inutile, dans un débat stérile qui ne sert à rien. Voire même dans des insultes. Moi, j'ai vu des pages sur lesquelles un professeur d'université était en train de m'insulter, de me traiter de braconnier. J'ai dit, mais c'est grave qu'un professeur d'université se fâche parce que quelqu'un a dit que l'école ne rend pas intelligent et traite la personne de braconnier. C'est triste. Moi, mon combat, c'est pour la refondation de l'école. C'est un projet que je porte. Les Chinois enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment la Chine. Les Suisses enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment la Suisse. Les Japonais enseignent leurs enfants de telle sorte qu'ils aiment le Japon. Moi, j'enseigne la philosophie. Mais je dis aux enfants, il y a des choses qu'on vous enseigne, mais qui relèvent des mensonges, qui ne sont pas vrais. Et je prends souvent des exemples. Toute la philosophie que nous enseignons, on nous fait croire que la pensée est blanche. La meilleure pensée est blanche. Il y a quelqu'un qui a osé dire que les Noirs pensent par les Blancs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée originale africaine. Pour que les Noirs pensent, il faut qu'ils se réfèrent chaque fois à des penseurs occidentaux. Voilà ce qui est grave. Mais c'est un enseignant de philosophie qui le dit. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi quelque part au département de philosophie. Mais faut-il confondre littérature écrite et littérature orale? Ce n'est pas parce que les Africains n'ont pas écrit très tôt qu'ils n'ont pas de connaissances. Il faut faire la part des choses. Donc moi je lutte pour une nouvelle école, pas pour la réforme. Il y a eu des réformes dans le système éducatif. Moi je ne lutte pas pour une réforme. Je lutte pour une refondation. Il faut même enlever l'école là où elle est implantée, là, pour aller l'implanter ailleurs. C'est-à-dire où? C'est-à-dire, comme Joseph Kizerbo l'a dit dans son livre Éduquer ou périr. Il a dit, le système éducatif burkinabé est comme un abattoir installé dans un pays de végétariens. Plus on abat des animaux, plus la situation devient absurde. Autrement dit, notre école ne répond pas à notre contexte socio-culturel, à notre contexte socio-économique.
Et moi, je lutte pour qu'on ait une école conforme à nos réalités. En commençant par quoi? En élaborant quelle base? En commençant par des refondations, en enseignant par exemple aux enfants à aimer le Burkina Faso en histoire. En enseignant nos grands hommes, Joseph Kizerbo, Thomas Sankara, Nazi Boni, Norbert Zongo. Moi, j'ai dit une fois, vous savez, j'ai dit une fois à l'université de Koudougou, l'université Norbert Zongo de Koudougou, j'ai dit que contrairement à ce qu'on pense, l'histoire n'a jamais été le récit des événements. Jamais. On nous a menti depuis l'école primaire. Et le procès d'histoire continue de nous mentir. L'histoire n'a jamais été le récit des événements. L'histoire, c'est la sélection intéressée des événements. Chaque peuple construit son histoire. Chaque peuple rentre dans les événements qui se sont passés et sélectionne. Voilà ce qui m'arrange. Voilà ce qui m'arrange. C'est ce que la France a fait pour faire de Charles de Gaulle un héros. Sinon, pour moi, Charles de Gaulle n'est qu'un lâche. Mais la France a voulu que Charles de Gaulle soit un héros. C'est l'histoire française. Il faudrait que nous aussi nous apprenions à faire cela. L'école, ce n'est pas 1 + 1 = 2. L'école, ce n'est pas une question de vérité. L'école, c'est une question de valeur. Nous sommes dans une question de vérité. L'école, ce n'est pas la vérité. Et la vérité, comme moi je l'ai dit, elle est sociologique, elle est anthropologique. Moi, j'ai fait de la sociologie. Il n'y a pas d'évidence de vérité 1 + 1 comme ça qui tienne en matière de valeur. Chaque peuple doit ériger ses valeurs. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Et moi, mon combat aujourd'hui est que nous refondions cette école-là pour que l'école réponde à nos valeurs sociales. Nous ne sommes pas des vauriens. Et c'est ce combat que je porte en tant qu'enseignant. Je l'ai porté en tant qu'enseignant du primaire. Et je porte ce combat aussi en tant qu'enseignant de philosophie. Et je mène le combat même avec mes élèves, sans complexe aucun. Je ne suis pas dans ce complexe de ces diplômés qui pensent qu'avoir été le fait qu'on a été à l'université, le fait qu'on a fait une thèse de doctorat, on est supérieur à tout le monde. Non. Quand on va à l'université, c'est pour acquérir des connaissances, pas pour acquérir de l'intelligence. Vous êtes diplômé en droit, vous avez des connaissances en droit. Moi, je suis diplômé en philosophie, vous avez des connaissances en philosophie. Ça ne rend pas intelligent. Vous êtes diplômé en journalisme, vous avez des connaissances en journalisme. Ce n'est pas de l'intelligence. Pour avoir de l'intelligence, il faut aller au-delà de la connaissance. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. On va rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio WattFM que Adama Sigiré, enseignant en philosophie, est notre convoqué à la barre du tribunal. La parole au juge Favara. Oui, moi, j'écoute, il y a beaucoup de concepts à l'intérieur en même temps. On parle d'intelligence, on parle de connaissance, on parle d'intellectuel. C'est-à-dire il y a plein de mots qui ressortent qui n'ont pas forcément la même signification. Et le problème, c'est qu'on met un antagonisme. C'est l'école et peut-être ce qu'on peut apporter dans sa société. Parce que quand on parle d'intellectuel, on parle d'intelligence et autres. Je pense que ce qu'on met ici sur la table du débat, c'est est-ce que pour apporter quelque chose, la contribution au devenir de sa nation là, on a besoin forcément d'être allé à l'école ou pas. Pour moi, ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas un débat. Chacun apporte ce qu'il peut selon son niveau et selon ce qu'il est. Je crois que ça, c'est aussi simple. Maintenant, personne aussi ne peut s'arroger la prétention d'être à un tel niveau que celui seul qui peut, sur cette situation-là, être le plus éclairé. Je crois que c'est là où souvent on a un gros problème. Ou dans le débat public aujourd'hui, on dit laisse-les, ils n'ont pas le niveau pour comprendre. Ou bien ceux-là disent, lui là il pense que c'est parce qu'il est arrivé au loin là-bas que lui pense que c'est lui qui est le plus à même de pouvoir nous dire. C'est des antagonistes qui ne servent pas. Quand on parle d'intelligence, c'est la capacité qu'a quelqu'un à résoudre un problème auquel il n'a jamais été confronté. Certainement. C'est ça l'intelligence. Certainement. Mais il s'en va puiser ça où ? Il va le puiser dans ses connaissances. Les connaissances, elles sont pluridimensionnelles. On ne les a pas seulement à l'école. On les a dans les voyages. On les a dans les rapports qu'on a avec les gens. Donc, c'est réducteur que de dire X, Y. L'intelligence, c'est une question de connaissance. La connaissance s'acquiert aussi à l'école. Tout comme ailleurs. Donc, faire le clivage, pour moi, là, ça ne veut rien dire. Deuxième élément, l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui aime les choses de l'esprit. Et qui, dans la communauté dans laquelle il est, a, quoi qu'on dise aussi, il a cette reconnaissance morale que tout le monde lui donne. Et qui fait que, sur certains éléments auxquels il n'est pas forcément directement lié, parce qu'il donne les choses de l'esprit et qu'il a une élévation, il arrive à les appréhender, à les décortiquer et à faire des propositions. Même s'il n'y est pas lié, il donne son avis.
Et après, on regarde. Il donne son avis de par le fait qu'il aime les choses de l'esprit et qu'il... Parce que face à un problème, il a une capacité à pouvoir tourner autour. Le regarder en bas, en haut, tourner autour et dire, bon, moi, voilà ce que je pense. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous qui décidez. Ce qu'il a donné, c'est comme la parole sur un Saint X. Vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un débat. Quand aujourd'hui les intellectuels ont leur contribution, je prends un exemple simple, on parle de la question de la dengue aujourd'hui. On a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup... Ils vont vous dire, selon les expériences que nous avons eues, voilà ce qu'on a eu, voilà ce que nous pensons du sujet. C'est une production. Maintenant, l'autorité regarde. Si ça l'intéresse, elle y va. Tout le monde sur certains domaines a son mot à dire. Maintenant, ça dépend du niveau de contribution que vous envoyez. Nous, les antagonismes qu'on est en train de se créer, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Et c'est tellement dangereux que aujourd'hui, il y en a qui se disent que lui, là, n'a pas droit à la parole. C'est ceux-là qui nous ont mis dans des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Que c'est nos intellectuels-là, c'est eux qui nous ont mis dans des problèmes jusqu'à aujourd'hui. La plupart de nos politiques qui nous gèrent ici, là, vous partez dans les mairies et autres, ceux qui nous ont gérés ici, là. C'est des mélanges, c'est des... Il y en a qui sont pas allés à l'école, il y en a qui sont allés à l'école, c'est eux qui ont foutu dans tout ça. Ça n'a pas une coloration. Mais moi, je pense que c'est des antagonismes qui ne nous servent pas. Maintenant, est-ce qu'on pense par exemple que l'intellectuel burkinabé n'apporte pas assez? Je ne crois pas. Sur les questions de la nation, il y a eu beaucoup de production. Maintenant, est-ce que l'intellectuel burkinabé est écouté? Ça, c'est le bon débat. Quand on prend nos régimes successifs, quand je parle d'intellectuels, c'est à tous les niveaux. Hein. Sur la question de gestion, de gouvernance, combien de critiques il n'y a pas eu? Mais est-ce qu'ils ont été écoutés? L'intellectuel, c'est différent du philosophe qui, en son temps aussi, lui, sur tous les sujets, apportait sa vision des choses, mais très souvent, derrière, il y a une idéologie. C'est-à-dire que lui, il est toujours arrimé à une école de pensée. Aujourd'hui, c'est différent, l'intellectuel. Il est un peu plus ouvert, et selon ce qu'il connaît, et selon ce qu'il sait, il dit, ah, sur ce projet, sur ce problème, voilà ce que je pense. Mais c'est une contribution. Quand aujourd'hui, on dit qu'il y a une veille citoyenne, ça dit que le citoyen, lui aussi, il a son avis qu'il donne à travers des canaux. Créer ces antagonismes, pour moi, ça n'a pas de sens. Très franchement, ça n'a pas de sens. Et quelquefois aussi, on en fait un genre de, je ne sais pas comment je vais dire ça, il y a un genre de manipulation. Oui. Il y a un genre de manipulation qui est en train d'être fait, de sorte à décrédibiliser quelquefois certains. Par exemple, quand j'ai dit l'intellectuel, c'est quelqu'un qui, dans une société, auquel on donne un gage de la parole et dans le mot qui est sorti. Parce qu'on se dit, lui, ah, si c'est sur cette question, lui là, il est bon, il connaît. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'est pas légitime pour parler. Est-ce que c'est normal? Voilà le problème. Donc l'antagonisme, je suis désolé, hein, nous tous on sait ce que apporte l'école de la connaissance. Sinon on n'enverrait pas nos enfants à l'école. Et même celui qui est assis là-bas, qui dit que celui qui va à l'école, ça ne le rend pas intelligent, lui-même il envoie son enfant à l'école. Il sait bien pourquoi. L'intelligence, elle est nourrie par la connaissance. La connaissance, on l'a à travers, de façon pluridimensionnelle. Mais l'école y est pour beaucoup. Et pour terminer, quand on prend le cas de la Chine, dont on parle, mais ils ont été humbles. Ils ont envoyé les enfants aller se faire former dans les bonnes écoles là-bas. Et puis ils sont revenus. Et puis ils ont contribué. Mais ils n'ont pas oublié quelque chose. Ce qu'ils sont. Si on veut faire le débat sur repenser notre éducation et ce qu'on enseigne à l'école, ça aussi c'est un autre débat. Mais on ne peut pas s'asseoir et dire l'école là ça n'a pas apporté, mais l'école ça n'a pas ceci, l'école ça n'a pas cela. Ce n'est pas sincère, c'est un faux débat. Oui, moi je partage effectivement le point de vue du juge Vaha. Je partage effectivement le point de vue du juge Vaha. Moi je n'ai jamais dit que l'école ne sert à rien, je n'ai jamais dit que l'école n'est pas importante. Maintenant, pourquoi il y a le débat? Pourquoi il a les débats? Vous savez, il a les débats pour beaucoup de choses. D'abord, le contexte actuel. Le contexte actuel est que nous sommes dans un contexte marqué par la rupture, par une volonté de rupture. Nous autres qui sommes là, nous qui sommes les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, nous affichons, urbi et orbi, notre volonté de rompre avec un système néocolonial. Et moi, c'est un rêve que j'ai porté depuis. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu avec cette volonté de rompre avec cette rupture néocoloniale, contrairement à ce que certains pourraient penser, moi, personne ne m'a dit de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. 2 jours après avoir parlé, après avoir écouté ses discours, moi, j'ai commencé à le soutenir. Moi, les relations humaines, c'est mon domaine. Quand quelqu'un commence à parler de ce qui, tout au moins, peut porter un projet de société. Maintenant, il se trouve que nous avons des diplômés, sinon des intellectuels qui sont contre la rupture avec l'ordre néocolonial. Et pourquoi ils sont contre? Parce qu'ils sont dans une situation de complexe. Le problème des diplômés burkinabés, c'est le complexe.
Et c'est ce que tout cet antagonisme-là dont Vaha parle là, cet antagonisme est lié à cet esprit de complexe. Quand on est complexé, parce que les gens confondent, ou bien les gens pensent que avoir un diplôme, c'est forcément être intelligent. Et comme on recrute les gens au Burkina Faso sur la base des diplômes, et comme beaucoup de gens ont eu des professions assez intéressantes à partir de leurs diplômes, ils n'arrivent pas à admettre que quelqu'un vienne remettre leur conviction en cause. Que quelqu'un vienne dire que le diplôme n'est pas forcément l'intelligence. Donc c'est ce complexe-là, Vaha, qui suscite les débats. Et ce complexe-là suscite les débats dans un contexte actuel marqué par une volonté de rupture. Et cette volonté de rupture est portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, je fais partie de ceux qui soutiennent cette volonté de rupture. Et comme nous avons des diplômés intellectuels qui sont un peu au sommet, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas entendre parler de cette volonté de rupture, et que c'est Adama Amadou Sigiré qui soutient la volonté de rupture, qui a parlé, pour eux, c'est une occasion pour la battre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle une stratégie de manipulation, dans le but de me déstabiliser. Et là, ils ne savent pas d'où je viens. C'est pratiquement cela. Vous aurez la parole, mais justement, là, une question, est-ce que Adama Sigiré est conséquent avec lui-même? Le 30 mai 2021, Adama Sigiré disait qu'aucune nation n'a connu un développement réel au XXIe siècle avec des dirigeants qui portent des armes. Et je reste toujours sur je n'ai pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, je reste sur ma conviction. Vous soutenez aujourd'hui un capitaine. Les coups d'État ne font pas le développement. Je l'ai dit et je le dis encore ici. Comment le capitaine a accédé? Ce que je suis en train de dire, moi je ne soutiens pas un coup d'État. Je ne soutiens pas un coup d'État, contrairement à ce que les gens pensent. Demiba était là. Moi, j'étais dans mon cabinet le jour où Demiba faisait son coup d'État. Moi, je n'ai pas applaudi. Le 30 septembre, moi, j'étais dans mon cabinet quand le capitaine Ibrahim Traoré faisait son coup d'État. Moi, je n'ai pas applaudi. Un militaire ne peut pas faire un coup d'État aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, je vais t'applaudir. Moi, je soutiens la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Si Roch-Marc Christian Kaboré avait eu la même vision, moi, j'allais le soutenir. Un pays ne peut pas se développer avec des coups d'État. Un pays ne se développe pas avec des militaires. Mais un militaire peut faire le développement. Parce qu'un militaire, avant de porter la tenue, il est avant tout un humain comme les autres. Un militaire peut être un visionnaire, un stratège, un porteur de développement. Le capitaine Ibrahim Traoré est ce militaire-là. Et moi, c'est la vision du capitaine Ibrahim Traoré que moi je soutiens. C'est tout. C'est ça, c'est tout. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Oui, moi, il y a... Dans votre argumentaire tout à l'heure, il y a un raccourci qui me dérange. Oui. Il y a un raccourci qui me dérange. Quand vous dites que certains intellectuels ont un complexe et sont contre la rupture, et après vous dites l'école, c'est pas les diplômes qui rendent intelligent, et que votre combat, c'est contre cette masse qui pense éclairer là, et qui n'est pas en tout cas pour les questions de rupture, et qui n'est pas pour le changement, et qui est un complexe sur la question de l'impérialisme. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui est le gros problème. Présenter l'intellectuel comme celui qui est récessif au changement et qui, sur la question des choix actuels, est braqué et n'en veut pas. Vous êtes sûr que c'est comme ça l'intellectuel burkinabé est? C'est la réalité. Moi, comme je vous dis, moi, je suis un réaliste. C'est la réalité des choses. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous voyez que les masses sont en mouvement? Les masses soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Quand le capitaine Ibrahim Traoré cherche l'armée française, rompt les accords militaires, les masses applaudissent. Les urgents partagés, ils applaudissent. Ils sont contents. Mais allez dans certains groupes, dit des chercheurs. C'est qui vous appelez les ici urgents? Non, ce sont les jeunes. J'emprunte les termes que les gens emploient, sinon moi je ne les appelle pas comme ça. Pour moi, ce sont des grands patriotes. De qui parlez-vous? Je parle de ces jeunes qui sont au niveau des ronds-points, je parle de ces jeunes des OSC qui ont organisé leur meeting la dernière fois au Palais des Sports. Je parle de ces jeunes qui sont en mouvement et qui soutiennent. Et pourquoi ils soutiennent? Et ils soutiennent parce qu'il y a la rupture. Mais pourquoi aujourd'hui certains diplômés sont réfractaires? Le professeur tutélaire par qui m'a insulté. Pourquoi il m'insulte? Mais pourquoi vous en faites une généralité avec les intellectuels de façon Non, mais le problème, on se rend compte que ceux qui ne veulent pas le changement, ce sont les grands diplômés. C'est eux qui ne veulent pas le changement. Quand moi je critique l'école, vous savez qui m'insulte? Ce sont les enseignants. Quand je suis à la Koudougou, dire que l'histoire n'est pas le récit des événements, mais c'est la sélection intéressée des faits, ce sont des professeurs d'histoire qui sont sortis pour m'insulter pendant des journées. Mais c'est regrettable. Ce sont les enseignants, ce sont mes collègues. Moi, mes collègues, quand je critique la philosophie, moi j'enseigne la philosophie. Quand je critique la philosophie, il vient dire que je ne suis même pas un philosophe, que je n'ai pas de diplôme de philosophie, que je suis un braconnier. Voilà, comment vous pouvez comprendre que ceux qui doivent porter des projets de changement, des projets innovateurs, soient ceux-là qui sont contre le changement? Et voilà pourquoi Joseph Kizerbo, dans son livre « Quand l'Afrique », a dit, en ce qui concerne l'école, il ne s'agit pas de savoir si le train va lentement ou vite. Il faut changer la direction des rails. Là où l'école va là,
c'est le mauvais côté. La parole au juge. Ce sont les intellectuels, les diplômés, chaque fois qu'ils m'attaquent quand je parle de rupture. Mais la dernière fois, quand je suis allé au palais des sports, mais moi, je ne savais pas qu'ils avaient une telle notoriété. Je ne savais pas. Mais ce sont les diplômés qui ne veulent pas me voir. Parce qu'ils ont peur de la rupture. Alors que moi, je porte un projet de rupture. Un projet de refondation. Et c'est pour cela que j'accompagne le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ça qui fait mal à certaines personnes. La parole au juge Bougma. Bon, et la réalité, c'est que notre système éducatif résulte de comment est-ce que celui qui nous a colonisés avait besoin pour nourrir l'administration. Ça, c'est un fait. Le professeur Ouarou, l'ancien ministre, d'ailleurs en Afrique, il a dit aujourd'hui, si on veut continuer de la même façon de former, ça ne pourra pas avancer. Je vous concède quelque chose, parce que quand Thomas Sankara avait engagé courageusement la réforme de l'école à travers ce qu'on appelait l'appel de Gawa, il y a aussi ces diplômés en son temps qui ont été contre la méthode. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des virages qu'on a mal négociés. Et si on continue de former de la même façon, effectivement, on aurait des diplômés aujourd'hui qui emploient. Donc, il y a effectivement une réflexion profonde à faire. Mais en même temps, je pense aussi que la façon de donner l'enseignement y est pour beaucoup. Donc, de fait de refondation, il y a le curricula qu'il faut revoir, je suis tout à fait d'accord. Il y a des matières qu'on enseigne aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec notre passé. La façon de traiter les héros africains, c'est différent de la façon de traiter les héros de l'autre côté. Ça, moi, c'est des choses assumées. On ne présente pas bien nos héros, on les présente comme des sanguinaires. Mais ailleurs, on les présente comme des visionnaires, comme des gens qui ont eu un leadership fort. Et parfois, on nous oblige même à avoir le stèle chez nous pour mieux coloniser sur le plan mental. Et ça, c'est assumé. Maintenant, aujourd'hui, même si on change le curricula et on ne change pas la façon même de donner le cours, ça va être très compliqué. Parce que quand on évalue l'enfant, on n'évalue pas l'enfant pour corriger. On évalue les classes pour choisir les meilleurs pour passer en classe supérieure. Les canards boiteux. Ne demandez pas à un instituteur qui a 100 élèves dans la ville de Ouagadougou d'avoir du temps également pour tous ces 100 élèves. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va faire la composition. Les meilleures places en classe supérieure, les autres le doublent, ou sont renvoyés, on passe à autre chose, on laisse sur le bas-côté. Maintenant, qui s'occupe maintenant de leur éducation? Déguiser leur connaissance ou leur intelligence sur d'autres domaines où ils peuvent briller, sans forcément emprunter le même chemin de l'élève burkinabé. L'architecte est un capatant. C'est à quel âge il a fait le bac en Allemagne? Aujourd'hui, c'est un architecte de renom. Si c'était notre système d'enseignement ici, ce n'est pas aussi évident qu'on n'aurait pas laissé ce monsieur sur le bas-côté du goudron. Le philosophe a dit qu'il y a parmi les enfants pauvres au moins un Mozart assassiné. Mais là, c'est aussi la façon de donner le cours. Et là, je vous entends moins là-dessus. Vous savez, juge Bougma, la refondation passe par des étapes. Moi, je suis un ancien. J'ai été un ancien du primaire où j'ai enseigné dans les classes de 60-70 élèves. J'ai été au lycée où j'ai enseigné dans les classes de 70-80 élèves. Ça, c'est une réalité. La pratique classe est une réalité. Ça fait que l'enseignant n'est même pas efficace en classe. L'enseignant n'a pas le temps pour se consacrer à ses élèves. Et s'il y a quelque chose qui décourage les enseignants dans les classes, ce sont les effectifs pléthoriques. Ils disent, les inspecteurs ne veulent pas entendre le mot pléthorique, mais moi je l'emploie ici. Mais avant d'arriver à cette étape, juge Bougma, je voudrais vous dire qu'elle est une étape fondamentale. C'est la vision politique même de l'éducation. Quel chemin on donne à l'éducation? La vision politique que nous avons aujourd'hui de l'école, c'est la vision politique de Jules Ferry. C'est le ministre de l'Éducation le plus connu en France. Jules Ferry est arrivé au ministère de l'Éducation française, je crois que si je ne me trompe pas, en 1889, je crois. Bon, je ne me perds sur les dates, que les gens m'excusent, parce que les gens aussi, quand je fais des erreurs comme ça, c'est sur ça ils reviennent. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces dates-là. De toute façon, tout le monde connaît Jules Ferry. Il était ministre de l'Éducation française pendant 6 ou 7 ans. Et quand il est arrivé, c'est Jules Ferry c'était le début de la conquête coloniale aussi. La France se préparait à conquérir les pays africains. Et c'est Jules Ferry qui a conçu le projet d'une école néocoloniale pour la France. Il dit devant l'Assemblée nationale française, en 1881, je cite, « Si la France veut rester un grand pays, elle doit apporter partout où elle peut sa langue, sa civilisation, son drapeau, ses mœurs. » C'est parti pour le projet de l'école néocoloniale en Afrique. Et l'objectif, c'est de former des citoyens qui vont défendre le système français, défendre la langue française, défendre la civilisation française, défendre le drapeau français et défendre les mœurs françaises. C'est cette école qu'on nous a envoyée juste après la conquête coloniale. C'est cette école qu'on nous a envoyée. L'école n'a pas changé de mission.
Dans la forme, notre école n'a pas changé de mission. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, à ce jour où je vous parle, l'objectif de l'école burkinabé, c'est de répondre des citoyens qui vont défendre le système français. Voilà pourquoi quand je parle, ce sont les grands diplômés qui m'attaquent dans leur groupe. C'est la mission de l'école. Donc, Bougouma, la première mission de notre école, c'est de changer de mission. Quelle est la mission de l'école? La mission de l'école burkinabé doit être de former des citoyens burkinabés qui vont aimer le Burkina Faso, qui vont avoir un amour inconditionnel, je parle bien un amour inconditionnel pour le Burkina Faso. Telle devrait être la mission de l'école. Quand on aura maintenant fixé cette mission-là, on pourrait maintenant rentrer à l'intérieur pour voir les choses dont vous parlez, les effectifs pléthoriques, la manière d'enseigner. Mais tout cela encore, il faudrait deux choses. La première des choses, c'est la volonté politique. En plus de la volonté politique, il faudrait que les enseignants eux-mêmes remettent le système éducatif en cause, que les enseignants eux-mêmes acceptent les changements. Aujourd'hui, la triste réalité est que moi, je suis de l'enseignement. Je côtoie des enseignants du secondaire, du primaire, comme de l'université. La triste réalité est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui ne veulent même pas les changements. Et quand vous parlez de rupture, de refondation de l'école, ils sont braqués contre vous. C'est ce que moi je ne comprends pas. Même si la volonté politique aujourd'hui est affichée et que les enseignants restent sur leur position, on ne remet rien en cause, l'école n'ira nulle part. Pour vous, la solution, c'est quoi? Aller au forceps? De toute façon, la première des choses, c'est la volonté politique. Il faut donner une autre mission à l'école. Parce que la mission que l'école a aujourd'hui, c'est une mission néocoloniale, dictée par Jules Ferry depuis la conquête coloniale. Cette mission n'a pas changé. On donne à l'école une autre mission. Et moi, j'invite le capitaine Ibrahim Traoré à donner à l'école une autre mission en cette période décisive. Quand il va lui donner une autre mission, et si les enseignants restent réfractaires maintenant au changement, on trouverait certainement d'autres solutions. Mais je précise encore que ce ne sont pas tous les enseignants. Ils sont nombreux des collègues qui sont partants pour les changements, même à l'université. Moi, j'ai fait le département de philosophie. Comment vous allez comprendre qu'au département de philosophie, vous sortez avec une licence et on ne vous parle pas de Joseph Kizerbo. On ne vous parle pas de Cheikh Anta Diop. Rarement. Mais on vous parle fréquemment de Descartes, de Nietzsche, de Hegel. Ça veut dire quoi? C'est pour résumer que la pensée est blanche. Et les professeurs, ils sont nombreux qui aiment valoriser les penseurs européens. Il y a un professeur là-bas, quand on parle de Nietzsche, il s'excite. Quand on parle de Joseph Kizerbo, il s'était. C'est lamentable. Juge Favara. Bon, moi, je dis, ce que j'aime pas trop, c'est les caricatures. Parce que prendre le singulier pour le global, quelquefois c'est ça qui fait les grosses erreurs. Sur l'approche de l'intellectuel, je ne vais pas revenir là-dessus, ça je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on parle de notre système éducatif. Vous savez, j'ai dit, quand on regarde les pays qui ont eu des changements majeurs en peu de temps, ils ne sont pas restés dans la parlotte, ils se sont posés des questions et ils ont avancé. Nous, ça fait combien de temps on a nos indépendances et on continue selon un système qu'on a hérité d'une période coloniale. L'introspection, c'est nous. Le débat qu'on est en train de faire, nos petits frères étudiants là, aujourd'hui ils sont à quoi? Parler des SVT et autres. Ils disent, cette année, on ne sait même plus à quelle année on est. Je parle des années universitaires académiques qui sont en train de se chevaucher. Les effectifs pléthoriques qu'on a là-bas. Et aujourd'hui, voilà un débat sur, par exemple, les universités privées qu'on a encouragées à se faire, les universités auxquelles on dit vous ne pouvez pas faire, par exemple, de doctorat, si ce n'est de vous arrimer aux universités publiques, dont on connaît aussi les problèmes en infrastructure et autres. On est souvent dans des modèles dans lesquels nous-mêmes on ne comprend plus grand-chose. On va continuer de discuter et de ne pas apporter des changements majeurs et de regarder cette jeunesse-là se faire. Regardez comment elle se rue lorsqu'on est en train de faire des concours d'entrée à la fonction publique. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Est-ce que ça ne fait pas pitié? Je crois que, quelquefois, je pense qu'on reste sur des antagonismes vains, qui ne valent rien même. Parce qu'on est des boules de nerfs émotifs et émotionnels qui n'aiment que parler. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on est là? Chacun vient et dit, on va repenser l'éducation. Qu'est-ce qui a changé? Dans les curricula et autres. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on a pu résoudre la question des chevauchements dans nos universités? Chacun vient, mais ça ne change pas. C'est ça qui est notre réalité et notre vérité. Mais on aime bavarder. Je crois que c'est pour moi un peu... C'est ça qui fait, c'est ça qui nous perd. C'est comme quand je parlais de la ceinture de sécurité au départ ou du casque. Vous pensez que les Chinois, les autres, ils se sont assis pour dire c'est lui la faute, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ils se sont assis, ils ont fait une stratégie. Ils ont dit, écoutez, quand vous prenez, on parle des États-Unis, les meilleures universités là, elles sont privées. Les universités dont tout le monde parle, c'est des universités privées.
Nous avons conçu des modèles où l'État est essoufflé, il n'arrive pas à construire des universités, il dit aux autres, vous ne pouvez pas faire. Alors qu'ils savent que les autres ont les moyens de le faire, ils voient les étudiants. Les gens même quittent. Le gars, il reste à l'université publique parce qu'il n'a pas les moyens d'aller à l'université privée. Oui, voilà. Je dis que voilà notre réalité. Mais on préfère bavarder. Je pense que ce qui nous manque là, c'est ça. C'est pas que de la poigne, mais c'est d'arriver la parole là au moins une fois à l'action. Sinon, tous les concepts là, les gens, beaucoup sont venus nous dire ça ici. Oui, juge Kaboré, je partage effectivement le point de vue. Je partage effectivement le président Kaboré, je partage le point de vue de juge Vara. Ce qui nous manque, ce sont des hommes d'action, des hommes pratiques et pragmatiques. Moi, j'ai aimé la philosophie dans son côté existentialiste. J'ai aimé beaucoup Jean-Paul Sartre, que quand vous le lisez, il est pratique et pragmatique. Il dit que l'homme est un projet. On ne met pas Dieu devant. Dieu va nous aider. Écoutez, Dieu n'est pas la propriété de quelqu'un. Tous les peuples courent autour de Dieu. Dieu est fatigué d'aider tout ce monde-là. Que chaque peuple prenne son destin en main. Ici, nous n'avons pas des hommes pratiques et pragmatiques. Nous n'avons pas des hommes d'action. Et partant de cela, l'écrivain sénégalais Cheikh Aline Dao dit, le mal dont souffrent les intellectuels africains est le bavardage. Le bavardage, comme vous l'avez dit. Ils sont doués pour analyser, ausculter, critiquer, mais l'action les effraie. Les Africains ne veulent pas l'action. Et quand ils ont en face d'eux un homme d'action, ils le combattent. Voilà pourquoi ils ont tué Thomas Sankara, qui était un homme d'action. Et voilà pourquoi ils ont vénéré un certain Blaise Compaoré et un certain Roch-Marc Christian Kaboré. Et voilà pourquoi les mêmes intellectuels sont réfractaires contre Ibrahim Traoré, qui est un militaire et qui est dans l'action. Et même toute la haine sur ma personne, c'est parce que moi je suis un homme d'action. Ce n'est pas pour me vanter. J'ai dit aux étudiants de l'université Nazi Bouni à Bobo de la Chaux, je leur ai dit, je crois que c'était en juin lors d'une conférence, je dis contrairement à ce que vous pensez, moi je suis votre défenseur, je suis votre ami. S'il y a quelqu'un au Burkina Faso qui aime les étudiants, qui porte la douleur des étudiants, c'est moi. Parce que moi je ne suis pas issu d'une famille riche, moi je suis venu de la pauvreté. Moi j'ai mangé mon premier pain à 13 ans. Mes grands-parents n'avaient pas d'argent. Moi aujourd'hui je connais la recherche. Comme je connais la pauvreté, aujourd'hui je vis mieux, je mange tout ce que je veux. Je peux rentrer dans n'importe quel restaurant, j'ai de l'argent pour ça. Mais je connais la misère. Et quand je vais dans les universités, je vois les jeunes qui souffrent, je connais leur misère. Et pourquoi? Quelque part, ce n'est pas le système qui est bloqué. Il est riche. Non, je ne suis pas riche. Voilà. Non. En tout cas, oui, tout au moins, je me débrouille. Ça va. Voilà. Aujourd'hui, le problème, pourquoi le système est bloqué? C'est à cause des individus. C'est à cause des Burkinabés. C'est eux qui ne veulent pas que le système change. Tous ces dysfonctionnements que vous voyez dans nos universités, ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont les universitaires, les dirigeants des universités en complicité avec les hommes politiques qui ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle donne. Et j'ai dit aux étudiants, le combat que je suis en train de faire, c'est pour que la donne change. Le combat de l'éducation, la refondation dont je parle, c'est pour que les choses changent à tous les niveaux. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas votre ennemi. Je porte de grands rêves et de grands projets pour une refondation de l'école burkinabé. Et c'est cela. Tous les dysfonctionnements à l'université, les chevauchements des années, comment vous pouvez imaginer qu'un professeur va prendre des copies, 6 mois il disparaît, il est en Europe, il donne des cours. Il n'est pas à l'université. Vous l'appelez, il dit que lui ne rentre pas. Lui n'est pas encore rentré. Vous faites comment? Et pourtant il est payé pour ça. Les intellectuels, les diplômés ont démissionné. Ils n'ont pas assumé leur volonté, leur possibilité de changement. Et voilà pourquoi aujourd'hui les masses ont compris cela. Les masses pensent que ce sont elles qui vont faire les changements. Et voilà pourquoi ça crée aussi des frustrations. Parce que c'est comme si les diplômés disaient, laissez-nous continuer de faire. On ne peut pas vous laisser continuer de faire, le pays ne vous appartient pas. Nous sommes pratiquement au thème de l'audience du tribunal. Nous allons permettre un dernier commentaire au juge Bernard Bougman. Non, un dernier commentaire qui est vrai, notre système éducatif doit être revu à 2 niveaux. Dans la façon de donner l'enseignement, mais aussi le contenu. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire de la même façon et espérer un résultat contraire. Ce n'est pas possible. Einstein a dit la folie, c'est de faire la même chose et espérer un résultat contraire. Ce n'est pas possible. Donc, si on a besoin de sécréter le burkinabé nouveau, il faut le faire dans la façon de lui donner l'enseignement, mais aussi le contenu de l'enseignement. Après, maintenant, on pourra engager. Mais il y a cette réforme ou cette refondation de l'école, on ne va pas la faire dans la précipitation, dans les invectives. Malheureusement, c'est un sujet, quand vous l'abordez, il y en a qui ne coûtent même plus. C'est des invectives, c'est ceci ou cela. Et ça,
Alors que les autres pays, c'est l'école qui les a fait avancer. Ils enseignent, il y a l'école. Pourquoi il y a toujours l'école dans les autres pays? Ils avancent avec cette même école. C'est avec cette même école qu'ils arrivent à coloniser d'autres pays, à imposer leur façon de voir. Même les nouveaux, que ce soit la Chine, le Japon et autres, qui sont en train de surclasser, l'Inde, qui sont en train de surclasser les anciennes puissances qu'on connaît. Mais c'est à partir de l'école. Mais aujourd'hui, c'est quelle école nous voulons? Et le problème, c'est qu'on ne s'écoute même pas pour savoir quelle école on veut. Puisqu'on est divisé dans les théories. Point final pour cette 4e audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Adama Amadé Sigiré, écrivain, enseignant en philosophie et coordonnateur du Rassemblement des intellectuels pour la des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique RISA, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de la contribution des intellectuels face à une société en crise. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci beaucoup, Président Kaboré. Merci, juge Va et puis juge Bougouma. Merci, juge Ofava, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bernard Bougouma, pour les clés de lecture. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre constante fidélité à cette émission. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.